Bonjour, je m'appelle Pierre Marchand, je suis éditeur en Alsace. À l'invitation de RCF, j'ai le plaisir de vous proposer des extraits de quelques-uns des nombreux livres que j'ai eu le plaisir de publier. En 2002, il y a 20 ans, l'écrivain Sylvain Tesson est venu en résidence en Alsace, à Rhino. Il en a tiré un petit livre, Chronique des bords du Rhin. Ce petit livre rassemble 2 nouvelles, et je vous propose d'entendre des extraits de la deuxième, intitulée « Où est-elle ?» Le texte nous parle d'un jeune couple qui choisit de passer quelques jours de vacances en Alsace. Enfin, disons plutôt que notre narrateur a été convaincu de cette destination par sa compagne. Jugez plutôt. À voix haute, Pierre Marchand, RCF Alsace. Pas la Bretagne, je t'en prie, mon petit chéri. Et pourquoi pas, dis-je. Mais ça sent la mouette, j'ai horreur de ça, et puis c'est plein d'écume, on croirait que la mer bave. Oui, mais en Alsace, il fait froid. Tu te fais des idées stupides, dit-elle. C'est tellement petit bourgeois d'imaginer qu'il fait froid à l'est. D'abord, le soleil se lève là-bas, donc il y fait chaud plus tôt. Je pliai, comme de coutume. Nous irions donc en Alsace, puisque je l'aimais. J'opposais cependant une dernière résistance, pour l'honneur de la Bretagne. Oui, mais où ? Que faire ? Que choisir ? L'Alsace, ça n'est qu'une longueur, comme le Chili, rien que du nord et du sud. Elle se décida très vite, presque avec brusquerie, pour les bords du Rhin. J'avais rêvé d'embruns fracassés sur les granites, je sentais monter des odeurs de vasière. Le Rhin, dis-je, si mou, si lent. C'est romantique, mon chéri, la Loreley y est tombée. Un morceau de viande dans la soupe. Voilà à quoi tenait le choix de notre villégiature. Mais elle avait ainsi des idées étranges qui lui venaient sans doute de sa filiation obscure, un peu barbare. Son père, un montreur d'ours transniestrien, avait épousé une soprano tcherknesse de l'opéra de Bachkirie, ce qui expliquait parfaitement ses yeux un peu violets et légèrement fendus et ses pommettes hautes, pointues à contre-emploi, qui lui faisaient toujours un air carnassier quand elle souriait gentiment et un visage angélique quand elle se voulait en colère. Elle était née sur une île française des tropiques où sa mère chantait Aïda dans une traduction maori pour une assemblée de sauvages réunis de force par le clergé de l'endroit. La décision était prise, ce seraient les bords du Rhin. Elle s'assit, elle s'asseyait sans cesse, partout et en toute occasion. Sa vie était une navigation entre 2 haltes sur des chaises que le hasard disposait le long de son chemin. Elle s'asseyait d'ailleurs joliment, bien adroitement, avec cette volupté propre aux descendants des peuples qui ont beaucoup marché. Ses ancêtres avaient battu les steppes, défilé sans trêve dans les plaines centrales. Il était juste qu'à présent installée, elle, fille du nomadisme, aspirat à quelque repos. Dans le train, je la regardais scruter le paysage et donner un tout petit mouvement du cou quand son œil, ayant accroché un détail qui filait, un tracteur, une vache, un poteau ou l'orbe lové d'un ruisseau tendre et calme, le suivait pendant 1 ou 2 secondes. Je n'ai jamais aimé les trains, ni cet hypocrite bercement qui vous entraîne vers le sommeil, tandis que le fracas des roues sur le métal des rails vous en tient écarté. La gare, Strasbourg, ville qui donne envie de s'adonner frénétiquement à la pâtisserie, puis de manger son gâteau à la crème au chaud pendant qu'il pleut dehors. L'autocar, une petite route de campagne, dont je ne vis rien car nous discutâmes sans relâche de notre programme, pour tomber d'accord sur la nécessité de beaucoup se promener, de dormir, de marcher et de dormir encore.
Littérature, histoire, contes, laissez-vous porter par des récits captivants et inspirants. Vous écoutez à voix haute sur RCF Alsace. Descendu à l'hôtel des Pieds dans l'eau, le couple part à la découverte des rives. Nous marchâmes le long du Rhin, sans en voir la surface. Et nous-mêmes, il fallait que nous nous embrassions pour nous distinguer le visage, si bien que ce jour-là, les gens qui ne s'aimaient pas ne pouvaient pas se voir. Soudain, une déchirure dans la taie, le rideau qui se lève, un trou dans le voile. Comme au théâtre, on y voyait enfin. Le contraire du cinéma, où il faut que l'écran tombe pour qu'on aperçoive quelque chose. Et le spectacle, ce fut une escadre de canards sauvages en livrée grise qui s'enfuyaient. Le faisceau de sillage des volatiles déployait à la surface des eaux étales un éventail dont les extrémités se perdaient dans la brume. C'est beau, comme une main ouverte dans un bain de vapeur, dis-je, car je trouvais toujours les mots qu'il fallait dans les circonstances qui le commandaient. Puis le couvercle fut reposé, et nous reprîmes notre marche à l'aveuglette, et dans le silence, car le brouillard ne se contente pas de masquer le monde, il en éteint la musique. Si bien que pour ne pas gêner l'œil aux aguets, ni l'oreille tendue, la bouche n'ose pas prononcer un son. Voilà pourquoi c'est sa vertu confucéenne, dans le brouillard, qui veut voir, point trop ne cause. « As-tu entendu ?» dit-elle. « Ta question seulement, cher invisible, » répondis-je. « Écoute mieux !» dit-elle. J'écoutais, les yeux écarquillés. On entendait au loin rouler un grondement. « C'est le Rhin qui respire, » dis-je. « C'est le brouillard qui gonfle, » dit-elle. « C'est la bise qui ronfle. Et c'est de pire en pire. » Nous écoutâmes encore. « C'est le gémissement de quelques âmes en peine, ou le râle vengeur de l'écume en colère. C'est Neptune voguant sur son chariot de brume, la rumeur affligée des noyés qu'on oublie, le souvenir éteint des tempêtes fluviales. C'est Loreley du fond de l'onde, agonisante. » Mais ce n'était que le barrage de Rhino, édifié par la Compagnie de l'électricité de France dans les années 60 et dont les turbines nous envoyaient un écho étouffé par l'humidité. Le brouillard au dehors fait monter des vapeurs fiévreuses en dedans et nous nous étions un peu vite échauffés. Le barrage entrave le Rhin à 6 kilomètres en amont du village. Nous le rejoignîmes à travers un petit bois de saules qui pleurait des stalactites accrochées par l'hiver pour Noël au bout des branches grêles. Nos pas faisaient craquer les plaques de verglas qui recouvraient les flaques. Ma douce aimée, de temps en temps, donnait des coups de talon pour casser la carapace de glace, car ce jeu lui avait été défendu quand elle était petite, et l'âge adulte sert à rattraper impunément le temps perdu des interdits. À voix haute sur RCF Alsace. Je lui pris la main, car je trouvais plus beau d'avancer en tenant quelque chose, puisqu'on ne pouvait se fier à rien. C'est-à-dire que je la lui voulus prendre, mais ne la trouvais pas, ni la main, ni la mante,
disparu, envolé sur les bords du fleuve comme un oiseau gracieux qui se serait laissé emporter par un courant de zéphyr, sans claquer des ailes. Fuite, pour parler le langage des choses, ravi dans les lacets filandreux du coton atmosphérique. Je l'appelais. D'abord un « ohé » viril de matelot viking cherchant à trouver de la voie une brume suédoise pour retrouver le canot aventuré trop loin du drakkar amiral. Puis des cris plus timides, qui tournèrent bientôt aux sanglots car l'écharpe de l'angoisse, surajoutée à celle dont m'emmaillotait le brouillard, me serrait la gorge. J'étais statufié, incapable de la moindre décision. Le froid me ramena à moi et m'incita à regagner Rhino. En route, je réfléchissais. S'était-elle enfuie, fâchée de quelque maladresse commise inconsciemment? Et je passais en revue les moindres détails de ces dernières heures où il ne s'était rien produit. L'avait-on enlevée? Mais comment aurais-je pu ne rien entendre? Était-elle retournée à l'hôtel, lassée d'avancer dans les plis de ce linceul? Cette idée alluma en moi un peu d'espoir. J'allongeai le pas jusqu'au pied dans l'eau. Je poussai la porte, brûlant de la trouver derrière. « Hop là !» dit la patronne affairée à son vaisselier. Ma disparue n'était ni dans la salle à manger, ni dans la chambre. « Elle aura fait un détour, se sera reposée en chemin », susurra en moi la voix de mon âme qui voulait me rassurer. Je l'attendis, assis sur le bord du lit. Le soir vint sans elle. Je n'osais pas descendre, affronter le regard désapprobateur que les convives, soupçonnant une dispute, ne manqueraient pas de glisser vers cet homme indigne, capable de chasser sa femme. 10 heures sonnèrent et me firent 10 pointes dans le cœur. Je sortis dans l'obscurité. Le noir avait gagné sa partie sur le blanc. Pas un pouce de brouillard n'avait résisté au coup d'éponge passé par la nuit. Je remontai la rue qui mène à l'église. On entendait des cantiques flotter dans l'air. C'étaient les haut-parleurs du curé branchés dans le clocher qui diffusaient les chants de l'Avent pour guider les âmes errantes vers le récif de son refuge. Plus tendu qu'un ressort, je gagnai le poste de gendarmerie. « Ma femme a disparu !» dis-je d'une voix forte à peine entrée. « Hélas, combien d'aimés évanouis à jamais !» répondit le brigadier de service d'un air mélancolique et les yeux perdus dans la pensée d'une histoire douloureuse. « Je me promenais aujourd'hui, monsieur, au bord de votre fleuve, avec ma femme. »« Aujourd'hui » coupa-t-il. « Oui, par cette poisse. Pour y faire quoi, monsieur ?»« Par goût de la marche, monsieur, répondis-je, et pour le plaisir d'être ensemble. Et justement, monsieur, mon malheur vient de ce que, soudain, elle s'est évaporée. »« Dissoute » fit-il. « Soufflée, dis-je. » Chronique des Bordurins est un petit livre d'une 50aine de pages, paru aux éditions du Beau Jardin. On peut le commander dans toutes les bonnes librairies. À bientôt pour de prochaines lectures.